Madeleine Gilbert, qui est secrétaire nationale confédérale chargée de la RSE au sein de la CGC. Bonjour, vous nous entendez bien? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Vous Merci d'être avec m'entendez? nous. Oui, oui, très bien, parfait, tout va bien. Nous sommes également avec Bertrand Fialip, qui est avocat au sein du cabinet HDV Avocat. Merci. Arnaud Cassado, qui est universitaire, maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Marie-Laure Beller d'Argent, qui est directrice régionale de l'AGFIP Auvergne-Rhône-Alpes. Et Anne-Sophie Panseri, qui est directrice générale de Maviflex et qui représente cet après-midi le MEDEF. Bienvenue à vous, et je laisse la parole donc à Maître Fialip, qui va nous proposer une introduction à cette thématique. Bonjour à tous et merci d'assister à cette table ronde. Dialogue social et RSE sont deux notions qui peuvent sembler un peu évanescentes et qui nous appartient de rendre concrètes dans le cadre de cette table ronde. RSE, responsabilité sociétale des entreprises, ça désigne donc des entreprises qui incorporent dans leur stratégie des activités économiques, humaines, environnementales. C'est une précision pour déjà centrer le sujet. Dialogue social et RSE sont deux notions qui sont autonomes, bien qu'elles apparaissent de plus en plus indissociables. Alors elles ont une dynamique propre qui peut être intéressant de rappeler. Tout d'abord, la dynamique du dialogue social. La dynamique du dialogue social aujourd'hui repose grandement sur l'évolution des textes et du Code du travail, puisque depuis 2017, on a eu une réorganisation globale et une refonte du Code du travail autour d'une dimension qui est un ordre public, qui doit être respecté par tous, un ordre conventionnel qui énumère un certain nombre de matières dans lesquelles on doit également s'assurer du respect des dispositions, et la négociation. Aujourd'hui, la négociation en entreprise peut permettre de créer les normes et les règles sociales qui sont applicables de manière dérogatoire, aussi bien aux conventions de branche, dans certains cas, que par rapport à des ambitions et des stratégies d'entreprise. C'est important d'avoir cette idée en tête, puisque cette possibilité de négociation en entreprise, elle est ouverte aujourd'hui à toutes les entreprises. Alors selon des modalités spécifiques, les entreprises de moins de 11 salariés, entre 11 et 20, moins de 50, au-delà de 50, chaque entreprise peut trouver une ouverture pour négocier avec les représentants du personnel. Aujourd'hui, le dialogue social, et je l'ai vu écrit tout à l'heure dans les stands, c'est vraiment devenu un levier de performance sociale, humain et économique. Et c'est important de toujours réconcilier ces différents aspects. Alors la RSE, quant à elle, elle est apparue plus récemment dans le lexique. Responsabilité sociale des entreprises, on a eu quelques lois, mais même s'il y a eu des entreprises précurseurs, alors je pense souvent à Danone, et à Franck Riboul, Danone Way, c'est quelque chose qui était extrêmement précurseur à la fin des années 90 et début des années 2000, et même avant. Mais depuis la loi de 2004, la loi NRE, on a connu de nombreux textes. Donc des textes internationaux comme le Global Compact, des associations qui se sont emparées d'objectifs de développement durable comme Global Reporting Initiatives, qui constituent des indicateurs auxquels on peut se référer lorsqu'on veut engager une démarche de RSE. Mais surtout, la RSE a connu une accélération fulgurante ces dernières années au travers de différents textes. Il y a eu la loi de 2017 sur les entreprises donneuses d'ordre, la loi de 2019, la loi Pacte, la loi d'orientation des mobilités, et plus récemment, la loi Résilience et Climat d'août 2021. Cette loi Résilience et Climat, finalement, est la première loi qui crée une passerelle entre dialogue social et RSE, puisqu'elle prévoit que désormais, dans le cadre des relations avec le comité social et économique, les conséquences environnementales de notre activité doivent être incluses dans les différentes consultations. Consultations sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière, sur la politique sociale, mais aussi sur des consultations plus ponctuelles. Donc cette passerelle a été créée, et à côté de cela, une obligation nouvelle également pour les entreprises en termes de base de données économiques et sociales, puisqu'on a rajouté un E, qui est pour environnement, avec des indicateurs qui doivent faire l'objet de suivi au niveau des entreprises. Sur ces questions-là, donc la négociation, elle est aujourd'hui ouverte.
elle dépasse de loin l'obligation juridique, puisque souvent l'obligation juridique n'est à destination que des entreprises de plus de 50 salariés. Mais donc elle implique un changement d'état d'esprit et une ouverture par le dialogue sur ces questions de RSE. On voit s'agréger de nombreux enjeux. Ces enjeux, alors bien sûr, ils sont sur des considérations éthiques, mais ils sont aussi des enjeux humains. Lorsqu'on parle de sujets tels que les conditions de travail ce matin, la qualité de vie au travail, l'inclusion, dont vous nous parlerez tout à l'heure, la santé des salariés, voilà, ce sont autant d'enjeux qui viennent s'agréger pour constituer la RSE. Des enjeux environnementaux sur lesquels j'ai envie de dire chacun a envie d'être mieux formé, mieux sensibilisé, et notamment les collaborateurs. Lorsqu'on commence à suivre la question des conséquences environnementales de l'activité, il y a un effort de sensibilisation qui doit être fait auprès de l'ensemble des salariés. Des enjeux économiques, alors des enjeux économiques bien sûr de transition écologique, mais plus immédiats, et les enjeux de sobriété énergétique sont aujourd'hui au cœur de nombreuses discussions dans les entreprises, à la fois pour cet hiver, mais aussi je pense de manière plus durable. On a des enjeux opérationnels, puisque aujourd'hui une entreprise, dans le cadre de ses activités de production ou de distribution, doit non seulement s'attacher à ce qu'elle fait, mais aussi à toute la chaîne d'approvisionnement, amont, et à toute la chaîne de distribution, aval. Et enfin, pour terminer sur les enjeux, des enjeux financiers. Avec la loi NRE de 2004, s'est mis en place un phénomène de notation qu'on appelle la notation extra-financière et qui se base sur des critères qui sont des critères de gouvernance, qui sont des critères de politique sociale et de politique environnementale. Donc il y a des enjeux très concrets qui doivent amener chaque entreprise aujourd'hui à se réinventer dans le dialogue et la responsabilité sociétale. Pour illustrer cette table ronde, donc nous avons plusieurs intervenants qui ont été présentés par M. Roquen. Nous aurons M. Cassado, qui est maître de conférence à Panthéon-Sorbonne, qui va nous présenter de façon très concrète et opérationnelle comment est-ce que l'environnement peut être pris en compte dans le cadre de la négociation d'accords. Nous aurons ensuite Madeleine Gilbert, qui, en tant que secrétaire national CFE-CGC chargée de la RSE, viendra nous donner des exemples de la prise en compte des objectifs de développement durable de Global Compact et au-delà nous informer sur des initiatives de la CFE en termes de fonctionnement du comité social et économique. Nous avons Madame Belair d'Argent qui viendra nous parler de bonnes pratiques sur comment inclure de manière durable des personnes en situation de handicap et comment aborder ce type de négociation. Et enfin, Madame Panseri qui nous parlera non seulement de son expérience en tant que PDG de Maviflex, mais également en tant que représentante du MEDEF siégeant à la commission sociale. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je souhaiterais vraiment que cette table ronde permette à chacun de repartir avec des convictions nouvelles ou des convictions renforcées sur le fait que c'est par le dialogue social que nous pourrons construire une raison d'être commune et partagée pour toutes les entreprises. Alors, Monsieur Arnaud Cassado, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, écoutez, je vais vous présenter en fait un aspect particulier de la RSE, puisque, on l'a bien dit, dans la responsabilité sociale, dans la responsabilité sociétale des entreprises, il faut arriver à allier non seulement la question sociale, mais aussi la question économique et aujourd'hui environnementale. Et pour ce faire, je vais vous donner un concept qui se veut être une solution à la crise du dérèglement climatique que nous traversons actuellement, mais qui va également permettre de trouver des solutions pour notamment lutter contre l'inflation et permettre à nos entreprises de conserver encore une grande capacité économique, une grande marge de manœuvre. En effet, je vous propose de nous pencher sur la RSE via ce que j'ai appelé le droit social à vocation environnementale, ou des SAVE, où l'idée en réalité c'est d'utiliser les règles du Code du travail pour non seulement organiser le travail, ce qu'on fait déjà depuis longtemps, mais surtout pour protéger l'environnement. L'intérêt c'est que ces règles existent déjà, il n'y a donc pas besoin d'attendre une énième réforme, on peut tout de suite se mettre au travail. Et l'intérêt du droit social à vocation environnementale, c'est que l'on n'oppose pas d'un côté les entreprises, de l'autre l'environnement, de l'autre les salariés. Non, l'idée c'est de trouver une force de synergie pour faire en sorte que non seulement on réduise l'empreinte environnementale de l'entreprise,
mais encore que la mesure permette soit d'augmenter les rémunérations des travailleurs, soit d'améliorer leur qualité de vie au travail, et enfin, qu'elle ne coûte rien à l'entreprise, ou alors qu'elle lui permette de bénéficier de leviers fiscaux et sociaux. Autrement dit, on est dans l'idée d'un accord gagnant, gagnant, gagnant. Pour paraphraser quelqu'un, on fait du en même temps, mais à trois ce coup-ci, c'est-à-dire l'environnement, l'entreprise et les salariés. Alors, je n'aurai pas le temps de vous proposer la douzaine de mesures que j'ai développées et qui peuvent être mises en place en la matière. Je vais me concentrer sur deux types d'accords, puisqu'on parle de négociation collective aujourd'hui. Et ici, ce sont des exemples qui vont être tirés des conventions qui ont pu être faites ici dans le Rhône. Je remercie l'Observatoire pour la consultation de ces accords. Donc, en premier lieu, je vais vous parler des accords d'intéressement. Donc l'accord d'intéressement, j'en fais une brève présentation théorique, mais vraiment en une seconde. L'idée, c'est que vous allez faire un accord avec des objectifs, et si ces derniers sont remplis, le salarié peut voir sa rémunération augmenter, et vous avez des leviers fiscaux et sociaux pour l'employeur. L'intérêt de l'accord d'intéressement, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de faire des accords d'intéressement exclusivement sur la performance économique ou financière de l'entreprise. On peut faire des accords d'intéressement environnementaux, c'est-à-dire des accords fondés sur des critères environnementaux. Alors, je vous ai mis une liste de bonnes pratiques qu'on a pu trouver dans le Rhône. Alors voilà, je vous l'ai mis en grand, notamment des critères fondés sur le bilan carbone, pour savoir exactement ce que va consommer l'entreprise et l'idée de réduire d'année en année ce bilan carbone. Sur la biodiversité, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres vivants et que notre implication dans l'écosystème a une importance. Ici, le critère est plutôt fondé sur la sensibilisation des travailleurs à la biodiversité. Mais également, on retrouve des choses plus classiques comme la réduction de la consommation électrique. La réduction de la consommation électrique, ben voilà, vous me faites les 10% de réduction en moins que demande le gouvernement, et à la fin, eh bien, il y aura quelque chose dans l'accord d'intéressement. On voit là comment satisfaire à la fois le gouvernement, l'entreprise, le climat, le salarié. On peut être gagnant sur tous les tableaux. Et ces exemples-là sont multipliables. Vous avez la réduction des déchets, la réduction des déplacements, mais aussi la réduction du papier. J'attire votre attention sur un autre critère intéressant, c'est l'absence de procès-verbaux dressés par les inspecteurs de l'environnement, qui montrent en fait qu'ici, respecter la législation n'est pas simplement vu comme une contrainte, mais respecter la législation est un moyen aussi de s'enrichir pour les salariés. Et cela, eh bien, encore une fois, peut permettre d'améliorer la situation de tous. Donc voilà pour ce qui est de ce premier type d'accord. Je ne vais pas en dire plus au vu du temps qui m'est imparti. Deuxième type d'accord, ce sont les accords mobilité. Alors ici, ces accords sont publics, vous pouvez les retrouver sur Légifrance. Donc dans le diaporama suivant, vous aurez la liste des accords que j'ai pu utiliser, sachant que je n'ai pas pu tous les citer. Donc ces accords mobilité, pour faire simple, ils sont issus de la loi de l'homme, la loi d'orientation des mobilités de 2019, qui voulait améliorer la prise en charge de la mobilité tant dans l'entreprise que hors de l'entreprise. Le but étant d'arriver à une neutralité carbone au niveau du transport. Cette loi l'homme va donc nous permettre d'accompagner les salariés dans leur mobilité au sein de l'entreprise, par exemple par le remplacement de la flotte, vous avez une flotte thermique par une flotte électrique ou par une absence de flotte, vous allez vous mettre sur le fret, mais également, et c'est là où c'est plus intéressant, parce qu'on voit que l'entreprise peut avoir un impact même hors les murs de l'entreprise, en permettant aux salariés d'être accompagnés pour les trajets qu'on va appeler domicile-travail, notamment lorsqu'ils vont prendre des mobilités douces que vous pouvez connaître, comme par exemple le cycle, c'est-à-dire le vélo ou la trottinette, mais également le fait d'être à pied. Alors, ces accords peuvent être longs, peuvent être complexes, ils ont un certain nombre de clauses. Je ne vous ai pas détaillé toutes les clauses, je vous ai simplement mis ici un certain nombre de bonnes pratiques qui peuvent aisément être dupliqués dans d'autres accords, puisque l'intérêt que ces accords soient publics, c'est qu'il est possible de s'inspirer de ce qu'a fait le voisin dans la négociation suivante. Un élément très intéressant dans un accord fait par la CAF, c'est en matière de pic de pollution. En matière de pic de pollution, vous pouvez le voir, la CAF s'engage à prendre en charge le coût du billet de métro ou de tram ou de bus des salariés qui seraient obligés de se déplacer.
Autrement dit, on voit bien ici une responsabilité fondée sur le critère environnemental, du fait du pic de pollution, mais avec un vecteur social, prise en charge du coût pour le salarié. De même, dans ces accords, vous avez toujours dans cette idée d'éviter les déplacements, des éléments sur le télétravail. Des accords qui vont se dire, mais comment en réalité on va faire d'abord une étude des mobilités dans l'entreprise pour pouvoir les réduire. Que l'on décide de réduire les déplacements, par exemple, de nos commerciaux, ou de faire des réunions, peut-être plus facilement par des voies numériques et technologiques, plutôt qu'en se déplaçant physiquement. L'idée étant, encore une fois, d'avoir un impact. Je terminerai, parce que je vais laisser du temps aux autres membres de la table ronde, par un élément qui n'est pas dans ces accords-là, mais qui touche et qui peut être un objet de dialogue social, c'est l'idée d'une prime d'éco-conduite pour les salariés qui peuvent être mises en place facilement par accord collectif. L'idée, quelle est-elle? C'est simple. Lorsque vous avez une flotte de véhicules, quand vous utilisez l'éco-conduite, vous réduisez de 10% la consommation. Autrement dit, pour la planète, c'est bien, il y a moins de gaz d'échappement qui sont brûlés. Pour l'entreprise, c'est bon pour sa trésorerie parce qu'elle est obligée d'acheter moins de carburant. Et si vous décidez de faire une clause d'éco-conduite dans votre convention collective en reversant une fraction du carburant économisé aux salariés, c'est aussi bon pour le salarié. Et là, on a une RSE qui fonctionne, encore une fois, pour tout le monde. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut aller. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Madeleine Gilbert, vous êtes avec nous. Voilà. Vous voulez renforcer le dialogue social sur la RSE avec des objectifs de développement durable. Quelles évolutions et quelles innovations dans l'organisation et le fonctionnement peuvent justement contribuer les CSE dans cette mission? Alors effectivement, aujourd'hui, on a des nouvelles missions, on va dire un nouvel engagement de l'entreprise dans tout ce qui est conséquences environnementales de son activité. Je vous remercie d'avoir rappelé la loi NRE de 2004 qui donnait déjà ces taxes, mais qui n'avait pas été investiguée de manière forte. Avec la loi climat et résilience, comme l'a dit Arnaud Casado, maintenant ce sont des attributions nouvelles qui sont dévolues au CSE, mais pas que, j'en parlerai tout à l'heure. Et pour nous, puisque nous sommes adhérents au pacte mondial des Nations Unies, c'est utiliser notamment les ODD, la grille des ODD, des 17 ODD. Alors j'en citerai qu'un, le numéro 13, c'est lutter contre le changement climatique et les gaz à effet de serre dans les CSE pour justement réduire l'impact et puis arriver à contenir les 1,5 degrés d'augmentation, donc on ne doit pas dépasser. Et donc par rapport à ça, dans les CSE, on peut avoir maintenant, enfin, il y avait déjà des attributions comme quoi des commissions environnement pouvaient être développées. Et certains collègues, j'y reviendrai tout à l'heure, l'ont fait, ont monté des commissions environnement, et c'est d'utiliser cette grille des ODD pour justement couvrir toute la gamme du social à l'environnemental et de l'économique pour faire en sorte que la RSE soit source de compétitivité, soit un facteur clé de compétitivité. Pour nous, construire un dialogue social environnemental structuré est indispensable pour justement, il n'y a pas que le climat, mais pour préserver la biodiversité, faire en sorte qu'il y ait un axe important sur ce sujet-là, alors qu'on est aussi dans des sphères un peu critiques, même plus que critiques. Et donc, cette mise en place de commissions environnement permet justement de flécher ces sujets, de faire en sorte que les militants s'emparent du dossier environnemental et aussi challenge aussi bien les salariés que les directions pour arriver à collaborer et faire en sorte d'arriver à des impacts, de minimiser les impacts de l'activité en général de l'entreprise. Et donc, c'est utiliser les instances représentatives du personnel comme un outil d'interaction et de recherche pour trouver des voies de solution et travailler ensemble sur tous ces critères. Et donc, quand on prend la grille des ODD, vous avez le sociétal, par exemple l'égalité femmes-hommes, vous avez réduire la pauvreté, vous avez à peu près, vous avez toutes les possibilités de couvrir ces trois champs, social, économique et environnemental.
Alors pour revenir à mes collègues, donc militants CFE-CGC, qui ont construit et mis des accords en place pour créer ces commissions environnement, ils ont œuvré justement sur tout ce qui est voyage d'entreprise, activités sociales, mais pas que, sur les bilans carbone, aussi sur la motivation et l'information des salariés, par exemple via des fresques du climat, sur la mobilité. Arnaud Casado en a parlé. Et donc ça s'est fait chez Liebherr Aerospace, Capgemini, Airbus et Accenture. Donc voilà, on a des gens, on a des militants qui se sont impliqués. Et dans le cadre de la loi climat et résilience, on a fait beaucoup de propositions d'amendements aux sénateurs et aux députés, aux parlementaires en général, et qui ont repris nos préconisations, nos propositions, et notamment la principale, c'était de créer une commission environnement dite obligatoire au sein des CSE, au même titre que celle qui pouvait exister sur l'emploi, sur le handicap, pour faire progresser ce sujet et que l'entreprise soit plus active sur tout ce qui est protection environnementale et allier social et environnemental pour le bien-être des salariés. Merci Madeleine Gilbert. Je me tourne vers Marie-Laure Belair d'Argent. Justement, dans la RSE, donc il y a les bonnes pratiques sociales, dont notamment l'intégration des personnes handicapées. Comment vous arrivez justement à promouvoir cette inclusion dans les entreprises et du coup au sein du dialogue social dans les entreprises? Alors c'est une excellente question. D'abord, merci pour cette invitation et pour parler handicap au sein de la responsabilité sociétale des entreprises. Je pense que c'est le bon endroit pour en parler. La GFIP, depuis de nombreuses années, quasiment depuis sa création, travaille avec l'ensemble des acteurs de l'emploi, du travail, de la formation, pour intégrer le handicap dans les dimensions de prise de décision qui concernent l'emploi en général, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, etc. Alors le dialogue social, il est même intrinsèque à la GFIP, puisqu'on est une association paritaire avec organisations patronales et organisations syndicales qui siègent à notre conseil d'administration. Cette question du dialogue social, on l'a d'abord engagée dans le cadre de partenariats bilatéraux avec chacun des acteurs pour travailler la sensibilisation des adhérents, des militants, des négociateurs, des membres du CSE. Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce sujet, à des actions de sensibilisation, d'information. Depuis déjà maintenant 6 ans, la GFIP s'est également engagée en matière de conseil, d'accompagnement réalisé en direct à destination des entreprises. Et quand je dis des entreprises, vous noterez que je n'ai pas dit les employeurs. Donc on agit bien avec l'ensemble des acteurs. Il y a plusieurs moments au cours duquel, au sein de l'entreprise, on gère cette question du handicap. En tout cas, on la traite. Il y a un moment de la déclaration en CSE, une fois par an, on s'occupe de la manière dont on respecte l'obligation d'emploi. Et puis, il y a un moment autour de la négociation annuelle obligatoire, parce que le handicap fait aussi partie des sujets de la NAO. Il n'y a pas que la dimension temps de travail et rémunération. Donc, fort de ces aspects-là, on a voulu creuser le sujet il y a 1 an et demi maintenant au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le cadre d'un travail en commun avec la DRETS, donc la direction régionale de l'emploi et du travail, on s'est engagé dans une dimension, bon alors pourquoi on n'arrive pas à faire fonctionner ça mieux? C'est-à-dire que ça fait des années qu'on sensibilise tout le monde. Et puis en fait, on progresse certes, mais pas à l'allure à laquelle on s'attendrait à observer une progression. Et donc on est parti de l'hypothèse que l'ensemble de ces acteurs, il fallait qu'ils soient prêts au même moment, informés au même moment, sensibilisés au même instant, pour pouvoir être prêts à agir ensemble et à ce que le dialogue s'ouvre. Notez bien que je parle beaucoup de dialogue, mais c'est ça aussi le dialogue social, pas forcément de la négociation qui va se conclure par un accord,
Même si un accord, c'est fort, parce que c'est de la fabrique à règles, à droit, qu'on va élaborer ensemble. Donc bien entendu, si on aboutit à un accord, c'est une excellente nouvelle. Mais nous, notre objectif, c'est surtout que ça aboutisse à de l'emploi direct de personnes handicapées, que ça se traduise par des recrutements, que ça se traduise par du maintien dans l'emploi, c'est-à-dire concrètement des licenciements pour inaptitude qui soient plus exceptionnels, des adaptations de postes qui soient plus systématiques, et que finalement l'environnement, on a parlé de l'environnement au sens littéral, terrestre du terme, moi je vous parlais de l'environnement social, il soit propice à ce que handicap et travail soient parfaitement compatibles dans de bonnes conditions et sociales et économiques, parce qu'on n'oublie pas non plus la finalité de l'entreprise. Et aujourd'hui, quels sont les freins encore qui du coup ralentissent cette intégration Allez, on est entre nous. Alors, les freins. On va dire qu'il y a beaucoup de représentations autour du handicap, toujours, malgré l'effort commun et de chacun, parce que quand je dis qu'on sensibilise depuis des années, ça veut dire que dans cette salle-là, il y en a forcément qui ont été acculturés, sensibilisés à la thématique, qui sont autant de relais d'opinion sur le sujet. Mais globalement, on souffre toujours de ces problématiques de stéréotypes sur le handicap qui serait forcément en fauteuil roulant. Moi, je rappelle que dans 80% des cas, c'est parfaitement invisible, donc c'est certainement pas un fauteuil et non plus une canne blanche. On souffre aussi de cette représentation que le handicap, ce serait finalement un coup de pas de chance qui arrive au début de sa vie. Ça non plus, c'est pas du tout vrai. Dans 80% des cas, encore une fois, le handicap, il intervient à l'issue de l'enfance et de l'adolescence, c'est-à-dire passé 16 ans. Et même dans l'immense majorité des cas, le handicap, c'est quelque chose qu'on va attraper, excusez-moi l'expression, mais au cours de sa vie. Parce que maladie, parce que accident de la vie, accident professionnel. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on adopte un raisonnement différemment. Le handicap, il va survenir chez les collaborateurs qui sont déjà au sein de l'entreprise. Et il va forcément contraindre à réfléchir la manière dont on travaille, à réfléchir éventuellement le métier qui est exercé, et donc à interroger la politique RH et la manière dont on va accueillir les incidents de parcours et les conséquences de ces incidents de parcours dans le collectif de travail. Et là, je ne parle pas que de la politique qui est guidée par l'employeur, mais globalement de la manière dont on va accueillir à tous les niveaux, du point de vue managérial naturellement, mais aussi du point de vue des collaborateurs entre eux. Voilà. Donc ce frein-là, c'est un frein essentiel. Et puis le deuxième frein dont on souffre encore, c'est finalement d'une méconnaissance de tout le champ des possibles en matière de compensation du handicap. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte où finalement l'emploi et tout particulièrement le recrutement est sous tension. Donc ça oblige à être innovant, inventif, à tester des choses qu'on n'avait pas l'ambition ou le courage de tester jusqu'à présent. De notre point de vue, AGFIP, c'est une formidable occasion de parler de cette situation de handicap vis-à-vis des salariés qui sont en poste, et donc des perspectives d'évolution, de projection, de parcours professionnel, parce qu'une fois qu'on a un emploi, il faut le garder bien sûr, mais on a aussi le droit d'y progresser, aussi le droit d'avoir de l'ambition quand on est en situation de handicap au travail, et du point de vue des demandeurs d'emploi qui peuvent être éloignés de la cible que vont rechercher habituellement les entreprises, ils deviennent finalement assez attirants parce qu'ils peuvent avoir aussi beaucoup d'appétence pour les compétences qui sont en tension. Merci beaucoup. Alors, Anne-Sophie Panseri, vous êtes à la tête d'une entreprise industrielle basée à Dessines, qui fabrique des portes pour les entreprises, des portes souples, c'est ça. Comment se passe justement l'implication de la RSE dans le dialogue social dans votre entreprise ? Alors d'abord, peut-être un petit mot sur la commission sociale du MEDEF, parce que c'est important de
de comprendre les enjeux et le partage qu'on peut avoir, le dialogue aussi qu'on a. La commission sociale du MEDEF, c'est d'abord 90% de TPE, PME, donc ça c'est important parce qu'on a souvent une représentation de grands groupes, mais 10% de grands groupes, et c'est ça qui fait la force de l'apprentissage et des bonnes pratiques qu'on peut avoir entre nous sur les sujets notamment de RSE, dialogue social. Il faut vraiment investir ce champ-là et l'investir aussi, enfin pour moi sur Paris aussi, parce qu'il y a beaucoup de négociations qui sont nationales sur ces sujets-là. Et important pour moi parce que souvent les PME et les TPE, nous ne sommes pas représentés suffisamment dans les moments de loi et de législation. Et c'est important parce que les lois ne s'appliquent pas tout à fait de la même façon et parfois c'est perçu par la TPE, PME que comme une contrainte financière avec du personnel à embaucher en plus, et ça fait perdre beaucoup de pouvoir d'achat aussi quand on a des contraintes financières. Donc c'est important que la réalité de ce qu'on vit dans nos entreprises soit prise en compte. La RSE, pour moi, c'est une incroyable opportunité de fondre finalement le dialogue social dans une vraie stratégie d'entreprise. La RSE, c'est vraiment le chapeau structurant quelque part aujourd'hui de la stratégie de l'entreprise, où le dialogue social a toute sa place et à tous les niveaux. Une stratégie, vous pouvez avoir plein d'idées en tant que dirigeant, mais si vous n'embarquez pas avec une vision, vos équipes, vous n'arriverez jamais à avancer tout seul. Tout à l'heure, on disait, enfin, l'entreprise, ce n'est pas qu'un dirigeant ou une dirigeante. C'est l'entreprise, c'est une équipe avec des salariés, des parties prenantes, tout un écosystème qui permet de faire avancer l'entreprise. Et ça, c'est une chance vraiment importante de revoir justement comment on construit cette stratégie au travers des sujets de la RSE. Alors la RSE, on l'a dit plusieurs fois, hein, c'est le sociétal, c'est l'économie, c'est l'environnemental, mais c'est aussi pour moi 4 piliers importants sur lesquels on doit répondre ensemble. C'est l'environnement, c'est quoi l'enjeu et la stratégie de notre entreprise. Là, je me remets au niveau de l'entreprise sur la transition énergétique, et on est très impacté aujourd'hui dans les entreprises sur l'énergie, donc il faut, ça nous oblige encore plus à aller très vite. Il y a tous les enjeux de l'éco-conception aussi, la rareté des matériaux, enfin tout ce qu'on a vécu sur les ruptures de produits depuis des mois et des mois. Ça nous oblige à revoir notre stratégie, à la fois géopolitique, et donc là c'est aussi un atout, parce que c'est relocaliser nos achats de proximité, donc ça change complètement le périmètre potentiellement du développement économique, c'est que nos marchés sont mondiaux, mais nos achats deviennent de plus en plus locaux, Rhône-Alpes-Auvergne, France, Europe, et ensuite beaucoup plus loin. Et ça change complètement la vision générale. Sur la transition énergétique, tout à l'heure, vous parliez des enjeux d'intéressement. C'est très intéressant, ça me donne des idées pour mes négociations. Mais ce qui est difficile en ce moment, en fait, c'est qu'on court plutôt à récupérer des marges de manœuvre par rapport à l'inflation et à la montée des prix, et que c'est difficile d'aller plus vite dans les économies qu'on est en capacité de faire en interne que l'impact des prix sur nos résultats d'entreprise. Et ça nous bloque un peu quelques marges de manœuvre. Sur les collaborateurs, vous avez tous les sujets qui sont aujourd'hui. Le pouvoir d'achat, c'est le principal sujet, et bien sûr. Mais c'est aussi que les collaborateurs prennent une vraie place d'ambassadeur dans la RSE. C'est-à-dire que on est sur des générations qui portent ces sujets, vraiment, et l'environnement en premier, mais pas que, l'équilibre de vie, l'égalité homme-femme, enfin, ça devient quelque chose d'essentiel dans le comportement individuel, donc qui est amené dans le comportement collectif de l'entreprise. Et là aussi, il y a énormément à construire avec le dialogue, globalement, je parle CSE bien sûr, mais globalement avec toutes les équipes. Vis-à-vis des collaborateurs, l'importance du dialogue, c'est aussi d'avoir une stratégie claire, donc partagée avec tout le monde. L'écosystème, troisième pilier, toutes les parties prenantes. Il faut être respectueux de nos fournisseurs,
bien sûr, des clients, c'est une évidence, hein, c'est les clients qui nous payent quelque part. Donc ça, c'est le b.a.-ba, hein, c'est le client qui est en haut de la hiérarchie dans une entreprise, mais tout autant un fournisseur. Alors, on a besoin les uns des autres, on a besoin des grandes entreprises, on a besoin des TPE, des PME. Donc on est dans un ensemble qui est favorable à cette stratégie et donc cette partie de l'enjeu RSE de l'écosystème. Et bien sûr, il ne faut pas l'oublier, la gouvernance. C'est un vrai sujet dans nos entreprises. Le partage de la gouvernance, et là on revient sur la place du dialogue social dans cette gouvernance, parce que des directions, un CODIR a sa place dans la gouvernance, mais le CSE doit avoir sa place dans cette gouvernance pour que on puisse bien définir les axes sur lesquels on doit mettre de l'argent. Enfin, on n'a pas de planche à billets dans une entreprise, hein, donc à un moment donné, il faut faire des choix, où c'est des hausses de salaire, où c'est une prime, une PPL, où c'est des tickets restaurants, où c'est de la mobilité, mais il faut la partager, il faut qu'elle soit comprise, le pourquoi et comment on arbitre, et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut le faire avec les équipes et avec, bien sûr, en priorité le CSE. Sur la gouvernance, les gros enjeux, c'est l'exemplarité, c'est la transparence. Donc, du fait de cet engagement de transparence, il faut être transparent avec notre CSE. Moi, je suis livre ouvert avec eux. Si je veux construire ma stratégie, j'ai besoin d'avoir leur regard du terrain, parce que c'est eux qui sont au contact des équipes tous les jours. Parfois, on le sait très bien que les strates intermédiaires peuvent bloquer de l'information aussi, par leur rôle de manager et la peur d'être mis en cause, parfois. Donc ce CSE, il a aussi cette puissance de retour d'information du terrain. Et puis tous les enjeux d'éthique qui sont absolument essentiels. Et là, on va les retrouver dans tous les sujets. Donc le champ d'action, il est incroyable, il est structurant. Vraiment, la RSE, c'est structurant. Et ça, c'est vraiment un message qu'on doit porter et qu'on porte avec le MEDEF auprès de toutes les PME et TPE, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de CSE qu'on ne peut pas faire des choses dans le dialogue social. Voilà. Moi, j'ai mis un CSE en place, je n'avais pas 50 personnes. Enfin, c'était le CE à l'époque. Mais voilà, c'est une volonté, c'est la volonté du dirigeant, c'est la compréhension que ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Voilà. Et voilà, il faut évangéliser aussi sur ces sujets-là. Oui, parce qu'il y a une étude récente qui a été publiée qui dit quand même qu'il y a, en termes d'éco-anxiété, parce que c'est un nouveau terme qui vient de sortir, hein, il y a encore une grosse majorité quand même des salariés qui se disent encore insatisfaits du rôle notamment de leur direction pour essayer de mettre en place quand même effectivement des mesures. Alors ça touche essentiellement l'environnement, parce que c'est en ce moment effectivement quand même une inquiétude très, très forte, peut-être d'ailleurs au détriment justement de l'insertion de personnes handicapées. C'est peut-être quelque chose aujourd'hui qui est peut-être marginalisé au profit ou par défaut. Comment vous pouvez justement porter un message aujourd'hui à des entrepreneurs qui sont confrontés à cette pression des salariés qui se disent angoissés par rapport à cet environnement de plus en plus fragilisé? Même en série Écoutez, moi j'ai des salariés qui sont angoissés, mais qui sont surtout à nous proposer des choses, et ça c'est génial. Je ne ressens pas de l'angoisse en tant que telle, mais dans les deux sens, hein, le fait de ne plus pouvoir circuler sur la périphérie de Lyon dans 2 ans avec leur véhicule, ça les angoisse tout autant, parce qu'ils commencent à 5h du matin et qu'il n'y a pas de covoiturage à 5h du matin. Dans les zones périurbaines, on n'est pas desservi. Enfin, voilà, les sujets, ils sont dans tous les sens. Ils doivent être mis sur la table sans tabou pour trouver les bonnes solutions à l'organisation générale. Je pensais donc nous on a signé un accord avec la Fondation OVE sur l'handicap dans l'entreprise. C'est un salarié qui a un enfant qui est autiste, qui a fait découvrir à ses collègues ce que c'était que l'autisme pour dédramatiser l'appréhension qu'on pouvait en avoir.
Et il m'a secoué jusqu'au moment où j'ai dit ok, on prend un stagiaire. Et ça a été fantastique, quoi. Et par les salariés, nous aussi en tant que dirigeants, on grandit, on revient sur nos avis et on avance comme ça. Et aujourd'hui, j'ai 5 personnes porteuses d'un handicap, parce que j'aime pas dire que les personnes sont handicapées, ils portent un handicap, c'est pas grave. Et je viens d'embaucher le premier stagiaire en CDI en production, qui est autiste. Et ça fait changer le regard d'autres personnes aussi. C'est comme ça aussi l'apprentissage, c'est de se dire il faut vivre ensemble pour comprendre. À un moment, il faut. Après, il y a de vrais sujets sur le handicap, c'est les portes d'entrée pour les entreprises. C'est pas simple pour une entreprise, enfin en tous les cas, je parle TPE, PME, de savoir comment on recrute, comment on est écouté sur nos métiers, sur la capacité à accueillir. Et je pense qu'il y a un vrai dialogue à construire et il y a beaucoup de choses à faire. Arnaud Casado, vous vouliez compléter? Oui, non, je vais juste réagir rapidement. Il y a un rapport qui est sorti en 2019 qui montre que pour les entreprises du CAC 40, plus de 80% en fait n'ont pas de stratégie en matière environnementale, ce qui est quand même, alors que les obligations sont anciennes, pose quelques difficultés. Pendant Covid, ça n'a pas beaucoup évolué et on sait que pour les entreprises qui ne sont pas dans le CAC 40, généralement c'est pire. Donc il y a vraiment du travail à faire là-dessus, que ce soit par le biais de la formation tant des employeurs que des représentants du personnel, et puis même une diffusion plus large comme on est en train de faire aujourd'hui. Deuxième élément, pour répondre à votre question très précise, qui dit oui, mais moi je suis employeur, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai un problème de trésorerie. Il y a toute une foultitude de choses qu'il est possible de faire aujourd'hui qui ne coûtent pas un centime à l'employeur et qui en réalité peuvent être mises en place sans trésorerie. Mais ça revient à mon premier point, c'est-à-dire le déficit en réalité de connaissances. Parce qu'on le voit bien, et moi je travaille sur ces sujets-là depuis 2017, il y a une vraie... un vrai monde opaque entre la connaissance qui peut être produite sur le sujet et comment avancer, et comment cette connaissance arrive jusqu'à l'entreprise. Souvent, les universitaires ne parlent pas aux entreprises et vice-versa. Or, c'est assez dommage, et on le voit bien qu'aujourd'hui, on est en train de former le gouvernement sur ces questions environnementales, parce que des solutions existent, elles sont là, il faut juste les mettre en place. Alors, on pourra en discuter en aparté si vous le souhaitez, mais il faut le faire. Et ça me permet, puisqu'on parle de solutions en place, de dire que ensuite, vous allez avoir Maud Stéphane qui va venir à cette tribune. On a mis en place un petit, on va dire, logiciel sur Internet qui permet à toute entreprise, mais aussi à tout représentant du personnel, tout salarié qui le souhaite, de tester aujourd'hui où en est son entreprise sur les questions environnementales, et ensuite, parce qu'on ne dit pas juste c'est bien, c'est pas bien, on donne une liste d'actions concrètes qu'il est possible de mettre en place dans vos entreprises pour agir dès aujourd'hui. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que je vais laisser Maud en parler, mais voilà, il y a des choses qu'il faut partager les informations véritablement, parce qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, mais encore faut-il qu'elles soient connues. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à vous 4, à vous 5. Merci à Madeleine Gilbert d'être avec nous aussi. Merci. Je vous laisse rejoindre la salle. Et donc, comme Arnaud Casado l'a signalé tout à l'heure, donc j'invite pour la séquence témoignage Maud Stéphane et Jean-Paul Pellet. Alors, Maud Stéphane, vous êtes délégué général de l'association Réalité Dialogue Social, qui est une association qui existe depuis 30 ans. C'est ça, qui a pour ambition de promouvoir le dialogue social sous toutes ses formes en vue de contribuer au développement durable des organisations et témoigner de son importance dans le cadre des relations professionnelles. Vous avez mis des groupes de réflexion, vous avez même conçu un référentiel en ligne sur votre site internet depuis quelques semaines qui se veut au service des acteurs sociaux pour les aider à passer à l'action. Alors avant de nous décrire cet outil, est-ce que vous pouvez nous décrire justement comment la pression environnementale se fait sentir dans les entreprises? Comment vous le ressentez-vous? Qu'est-ce que vous disent les personnes que vous côtoyez? Je dirais que la pression, elle est là, mais c'est même plus qu'une pression. Là, on est au pied du mur. Il y a le spectre des pénuries énergétiques. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, je pense en ce moment même, le gouvernement présente le plan de sobriété avec des dispositions pour apprendre par les entreprises. Il y aura une charte avec 16 actions qui va peut-être pas contraindre, mais en tous les cas donner un peu les guidelines pour les entreprises pour avoir un développement plus durable et surtout d'économie d'énergie. Mais la pression, elle date pas d'aujourd'hui, elle existe depuis de nombreuses années.
Simplement, peut-être que, comme je disais, le spectre de la pénurie énergétique fait qu'on passe de la prise de conscience aux actions. Et cette pression, c'est peut-être aussi, enfin, c'est ça qui nous a motivés au niveau de l'association d'engager ces travaux, dont je vais vous présenter les résultats, enfin, qu'Arnaud a déjà bien dévoilé, cette pression qui nous a amené à mobiliser des membres de notre association sur cette question de la transition écologique et du dialogue social. Est-ce que la transition écologique est un levier du dialogue social ? Alors justement, expliquez-nous un petit peu comment fonctionne votre référentiel. Oui, alors je vais vous expliquer. Je reviens sur cette question, cette notion. Enfin, on a démarré nos travaux en 2020. Donc 2020, on était bien avant la loi climat et résilience. Alors pourquoi on a mis en place ces travaux? Je parlais de cette pression de l'opinion publique, les marches sur le climat, mais qui s'est déplacée dans les entreprises, avec parfois l'émergence de collectifs de salariés sur cette question environnementale. Et puis, bien sûr, aussi une prise de conscience des acteurs du dialogue social beaucoup plus prégnante que par le passé. Souvenez-vous, la participation ou même la création par des organisations, les confédérations syndicales auprès d'ONG ou d'associations, de mouvements non pas revendicatifs, mais de mouvements avec des propositions pour l'urgence, face à l'urgence environnementale et climatique. Je pense au pacte de pouvoir de vivre ou plus jamais ça. Et il faut rappeler aussi que par exemple la CGT ou la CFDT ont modifié leur statut pour intégrer la composante environnementale. Donc ça c'est le premier point. À côté de cette prise de conscience des acteurs du dialogue social au niveau confédéral, on a parlé des commissions au sein des CSE. Bien avant la loi climat et résilience, il existait déjà des commissions environnementales et nous en avons auditionné un certain nombre dès 2020. Et puis, il y a une méconnaissance du sujet parce que la transition écologique, tout le monde n'est pas expert de ce sujet-là au sein des entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas de direction de RSE, d'experts du développement durable. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité construire cet outil, ce référentiel de la transition écologique et du dialogue social. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Première chose, c'est qu'on a recensé les dispositifs existants et le cadre législatif parce que il y a déjà des lois, il y a déjà la transition écologique fait déjà partie, enfin déjà un objet de dialogue social, comme l'a signifié Arnaud, avec des clauses vertes dans des accords. On s'est aussi appuyé sur les travaux de professeur Alexis Bugada. Donc déjà recensé pour les entreprises, mais pas que, pour les administrations publiques également, les outils à leur disposition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a créé une grille d'autodiagnostic. Une grille d'autodiagnostic pour connaître la maturité environnementale de son entreprise, de son administration, de sa collectivité, en s'appuyant sur cinq domaines. Alors, je ne les connais pas par cœur, mais cette grille posait la question sur, premier thème, sur le respect environnemental par la structure. Est-ce que mon entreprise est soumise à des normes environnementales? Est-ce que j'en ai connaissance et est-ce qu'elle s'y confère? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la gouvernance environnementale. Déjà, est-ce que ce sujet est porté par la direction, par le président? Est-ce que c'est déjà un engagement qui peut être fait du plus haut niveau? Est-ce qu'un directeur de la RSE a été nommé? Est-ce qu'il y a des comités au niveau du conseil d'administration, comité éthique et RSE? Et si oui, est-ce qu'il se penche sur la question de la transition écologique? Donc, où en sommes-nous en termes de gouvernance environnementale? Troisième rubrique, le degré d'engagement de la politique environnementale. Est-ce que des actions sont déjà mises en place par l'entreprise en termes de consommation d'énergie, en termes de gestion des déchets, de circuits courts lorsqu'on a une cantine, par exemple? La sensibilisation du corps social. Madame Panseri disait tout à l'heure, salarié qui m'a secoué. Est-ce que les salariés
se mobilisent au sein de l'entreprise pour avoir, par exemple, du tri sélectif dans l'entreprise. Certaines entreprises n'ont pas encore de tri sélectif. Est-ce que la mobilisation du corps social vient des salariés? Est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation, voire des actions de formation? Et puis le dialogue social, ce qu'on appelle le dialogue vert, où en sommes-nous? Est-ce qu'il existe ces commissions au sein du CSE? Est-ce que c'est un sujet des négociations? Est-ce qu'il y a des clauses vertes, etc. Donc lorsqu'on a fait ce petit travail par rubrique, et je vous invite à aller sur notre site internet, puisqu'on a mis en ligne cet outil il y a une quinzaine de jours, même si on a publié notre référentiel en février de cette année. Lorsqu'on remplit ces petites cases, on arrive à un score. Alors, score de 1 à 20. Et c'est là où on voit cette maturité et on propose des actions concrètes. Alors, si on est au tout début de notre, on va dire, maturité, enfin notre début de prise de conscience environnementale, qu'est-ce qu'on peut faire? On va être plutôt dans une logique d'intégration pas à pas de cette transition écologique. On va associer bien sûr les élus du personnel, plus en termes d'information, et on préconise des actions. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un circuit court sur la cantine ou des choses comme ça. Bon, ça, des petits éléments. Le deuxième, c'est des opérations coup de poing. Coup de poing, je suis déjà bien avancée, j'ai des petites actions, et puis je vais décider, par exemple, de mettre en place du covoiturage. Je vais revoir toute la politique d'achat. Là aussi, on va se placer dans une démarche de dialogue social et d'être plus dans de la consultation, voire de la concertation avec les élus du personnel. Et puis le troisième point, troisième axe, où là on est déjà bien avancé, on se projette plus dans le moyen terme, et on dit est-ce que je ne devrais pas changer mon modèle d'activité, passer à l'éco-conception, passer au zéro déchet quand on est un restaurateur. Restaurateur ou groupe de restauration collective. Et là, on est dans une réflexion stratégique de long terme et on s'engage plus sur de la négociation ou dans le cas de la concertation et de la négociation. Donc voilà, donc c'est un outil que je vous invite à utiliser ça s'adresse plutôt aux entreprises, aux dirigeants d'entreprises qui ne sont pas outillés ou formés sur cette question, aux élus de CSE qui démarrent leur mandat, enfin en tous les cas qui démarrent cette prérogative, et puis tous salariés qui ont envie de s'engager dans cette démarche. On a déjà quelques réponses et ça démarre tout doucement. Donnez-nous le lien donc, du site internet. www.rds.asso.fr. Merci pour la pub. Non, mais on en profite quand même. Alors, au-delà quand même, parce que le constat, il est quand même ce qu'il est. Vous avez effectivement eu cette bonne idée de construire ce référentiel, et bravo. On constate pourtant qu'il y a encore des problèmes d'information auprès notamment des déchets d'entreprise, mais pas, sans doute aussi des salariés. On a l'impression qu'on ne sait pas encore comment s'y prendre, comment vous expliquez ça, ce constat? Je ne sais pas si on le sait, mais c'est l'aspect, on était dans une phase de prise de conscience. Les rapports du GIEC, il y en a chaque année où on nous alerte. Il y a les directions d'entreprise, il y a même également les élus de CSE. Pour les élus de CSE, il y a ils ont beaucoup de sujets à traiter. Cette prérogative est nouvelle. Il faut s'informer, il faut se former. Et là, on est dans cette phase-là. Et d'ailleurs, quelques retours d'utilisation de notre outil, notamment par ceux qui forment ou les dirigeants ou les élus de CSE. Donc c'est un outil d'aide à la formation. Notre ambition, c'est d'aider simplement à se poser les questions et puis donner des pistes d'action. Et cet outil, il est amené à évoluer, puisque, on n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même la directive européenne qui a été adoptée en juin 2022 sur le développement durable. Alors c'est la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui va
contraindre les entreprises à partir de 2023, alors ça dépend de la taille, mais en tous les cas, à donner des éléments, des retours sur leurs engagements sociaux, environnementaux et économiques, les PME seront confrontées en 2026 voire ou 2027. Donc ça se prépare. Très bien. Jean-Paul Pellet, pardon. Vous avez travaillé à l'ANACT, Bourg-en-Bresse, et notamment sur les questions environnementales. Et aujourd'hui, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association ALEC 01, c'est-à-dire l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain. Vous avez entrepris justement des initiatives, alors pas vous tout seul, mais avec l'ALAC justement, en vue notamment de favoriser le covoiturage à Bourg. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire, parce qu'elle est très intéressante. Merci, bonjour à tous et toutes. Oui, j'ai... Ok. Quand je suis arrivé à la retraite, j'ai décidé que j'allais continuer à faire des choses qui m'intéressent, parce que j'ai eu la chance d'une vie professionnelle passionnante. Je me suis retrouvé sur un territoire qui est beaucoup plus petit que mon terrain de jeu d'avant, mais avec l'idée qu'il y avait des choses à faire. Et notamment sur les questions d'environnement. L'urgence climatique, il n'y a pas besoin de... Oui, ça défile, c'est bon. Il n'y a pas besoin de trop en raconter, si ce n'est quand même avoir conscience de la carte, des deux cartes qui sont à droite, et pour lesquelles on s'aperçoit que le GIEC, dans sa livraison d'il y a déjà 7 ans, nous prévoit des pics de température à hauteur de 55 degrés sur le quart nord-est de la France. Voilà, donc on pourrait même en faire un peu plus, parce que ceux qui en doutaient ont eu des preuves cet été, avec des incendies, avec une sécheresse qu'on a rarement connue, des inondations, des orages de grêle. J'en fais pas trop pour ne pas trop s'effrayer. Mais on a la chance sur l'agglomération de Bourg d'avoir, enfin c'est une obligation pour toutes les agglomérations ou toutes les intercommunalités de plus de 25 000 habitants, d'avoir un conseil de développement qui est l'équivalent d'un conseil économique et social appliqué à ce territoire, et qui a en plus quelques moyens d'avoir des informations sur ce qui se passe sur ce territoire. Et si on regarde ce territoire, qui ressemble beaucoup à d'autres, les principales sources de consommation d'énergie en haut, 45% pour le bâti, mais aussi 25% des émissions de gaz à effet de serre du fait du bâti, et surtout les mobilités, 43% des consommations d'énergie et 40% des émissions de gaz à effet de serre. On s'aperçoit que les activités industrielles et autres sont finalement pas la source principale d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut rajouter à ça l'agriculture et l'alimentation, avec 27%, le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote, le processus de dégradation des engrais. Voilà, et une fois qu'on a dit ça, en rentrant d'une manif pour le climat, on s'est dit à quelques-uns qu'on devait regarder ce qu'on pouvait faire chez nous. Pas pour refaire le monde, mais pour regarder concrètement comment les choses peuvent se mettre en action sur le territoire. Et donc on a, avec le Conseil de développement, fait 3 rapports, un sur le bâti, un sur les mobilités et un sur l'agriculture, l'alimentation. Ces rapports ont été, avec un certain nombre de propositions, bien accueillis par la structure politique, le bureau de l'agglomération. Et puis, avec un copain, Jacques, on s'est dit, peut-être que sur les mobilités, on pourra aller un cran plus loin que la traditionnelle, la classique remise de rapports. Parce que les mobilités qui sont sur notre territoire, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi
le moyen sur lequel on peut prétendre agir. Alors pas sur toutes les mobilités, il y a 3 autoroutes qui traversent ce territoire, donc là-dessus on n'y peut rien malheureusement. Par contre sur les sources issues du territoire, là il y a un point important qui est les trajets domicile-travail. Bourg-en-Bresse est une ville de 40 000 habitants avec une agglomération de 135 000 habitants et c'est là que se concentrent tous les trajets domicile-travail du matin avec les 9 pénétrantes qui sont source de bouchons qui du coup encombrent complètement la ville. Et surtout, dans ces bouchons, il y a des autosolistes, c'est donc des gens qui sont tout seuls dans la voiture pour 9 sur 10. Voilà. Et donc, pour faire bouger tout ça, on s'est dit que finalement, les entreprises pouvaient être le bon lieu. Et nous revoilà dans le dialogue social en action. Le bon lieu... Le bon lieu, et donc, pourquoi pas faire travailler une dizaine d'entreprises ensemble sur le covoiturage, sur le développement du covoiturage et sur le télétravail. Et donc, on a ciblé une dizaine d'entreprises en se disant que c'était avec ces entreprises-là qu'on pourrait avancer. Donc, vous voyez les structures qui sont les principales employeurs d'une ville chef-lieu, donc plutôt tertiaire, mais avec quelques industries. C'est là qu'est le centre monteur de Renault Trucks, par exemple, qui embauche 1800 personnes. C'est également une biscuiterie qu'on pensait petite, mais finalement on s'est aperçu qu'il y avait 1800 salariés dans le groupe. Biscuit Bouvard, et puis vous pouvez lire la liste, vous y retrouvez la préfecture, la ville, les 2 hôpitaux, un bailleur social et ainsi de suite. Et Martin Belezou, Martin du nom de celui qui a été président du MEDEF régional et qui est maintenant au niveau national. Cette liste, c'était notre scénario idéal. Et aucune des entreprises n'a refusé l'offre qu'on leur faisait de travailler ensemble sur ce sujet-là. Ça représente 7000 personnes, hein, c'est ça, à peu près. Comment ? Ça représente 7000 salariés. 7000 salariés au total, oui. Et donc, la particularité de ce que l'on a initié, c'est qu'on se dit, il ne faut pas qu'on en reste aux dirigeants d'entreprise. Il faut que les salariés soient embarqués dans ce projet. Et donc, on a proposé que chacune des entreprises, pour tous les travaux qu'on a conduits ensemble, chacune des entreprises soit représentée à la fois par un dirigeant et par un représentant des salariés. Dans certains cas, on est même allé à 2 salariés pour des histoires d'équité syndicale, mais c'était très bien. Et donc, on a convié ce groupe, qui faisait 25 personnes, à travailler 3 demi-journées ensemble, 3 matinées, autour de comment on peut développer les mobilités douces et donc comment on peut développer le covoiturage. Et déjà à cette époque-là, on est fin 2019, hein, le télétravail. Voilà, donc, et à notre grande surprise, tout le monde a joué le jeu. Il n'y a pas eu d'absentéisme, sauf par exception et pour des motifs parfaitement valables. Mais tout le monde a été là tout le temps, y compris sur une 4e rencontre qu'on a conçue comme les entreprises qui ont participé parlent aux autres entreprises. Parce qu'après tout, elles ont fait du chemin et c'était important qu'elles le partagent. Voilà, et donc tout ça a fonctionné sur, pour beaucoup, du travail horizontal. Tout le monde avait une expérience en la matière. Je me souviens du vélo, des 2 vélos à la préfecture.
qu'on m'a montré quand on est allé discuter de l'embarquement de la préfecture dans le projet, les pneus étaient dégonflés, ça veut dire que depuis 2 ans, on ne s'en était pas servi. On avait eu l'idée qu'il fallait qu'on mette des vélos à disposition, mais il ne s'était rien passé autour de ça. D'autres avaient d'autres expériences, et c'est ça qui était intéressant. On n'est pas venu nous leur dire, nous qui avons animé, on n'est pas venu leur dire, écoutez, c'est ça qu'il faut faire. Alors, des avancées, parce qu'il faut aussi se poser la question de à quoi ça a servi. J'en ai quelques-unes là à vous proposer. Dans certains cas, on a décidé, les entreprises ont décidé que les meilleures places du parking, celles qui sont les plus près de la porte d'entrée, seraient réservées aux covoitureurs. C'est une manière de renvoyer un message dans l'entreprise. Dans d'autres cas, on a construit des cartes des trajets domicile-travail pour essayer de faire des équipages covoitureurs. Ça se constitue pas spontanément. On a tous une bonne raison de ne pas covoiturer. Tous les 15 jours, on va faire des courses, mais on pense que c'est tous les jours. Voilà, il y a eu des speed dating qui ont été organisés dans les entreprises pour constituer des équipages. Et puis, un point qu'on avait collecté en Suisse, où une DRH me racontait que quand elle recrutait quelqu'un, elle lui disait, parce elle était dans des difficultés de recrutement, comme on commence à les voir un peu partout en France, elle était capable de dire à celui qu'elle voulait embaucher qu'elle avait quelques personnes qui habitent autour de chez lui ou chez elle et avec qui elle pourrait covoiturer. Ce qui est aussi une manière de réduire les coûts et peut-être même aussi d'accélérer la sociabilisation dans l'entreprise. Voilà, et comme on était sur le covoiturage, mais aussi le télétravail, beaucoup moins sur le télétravail. Il y a eu une séquence d'1h30 sur le télétravail dans nos demi-journées, aussi parce que les entreprises n'étaient pas prêtes. Et puis le covoiturage nous a beaucoup occupés. Voilà, donc, mais certains, simplement avec cette heure et demie, se sont dit il faut qu'on fasse un accord télétravail. Je rappelle qu'on est fin 2019. Alors justement, comment ça a pu évoluer alors ? Alors, quand on a fini 2019, on arrive en 2020, et avec le souhait de poursuivre le travail à 10, sauf qu'en février, ou plutôt début mars, tout le monde est rentré chez soi, et le covoiturage, c'était plus trop tendance, puisque on risquait de partager des virus dans la voiture. Donc, mais par contre, tout le monde a appris, beaucoup ont appris le télétravail à partir de ce moment-là. Surtout ceux qui avaient très peu d'expérience, là, ils ont été obligés de s'y mettre à toute vitesse, au point que quand on est arrivé à la fin du premier confinement, eh bien, les entreprises nous ont dit il faudrait qu'on soit capable d'échanger sur le télétravail. Et donc, on a reconstruit une demi-journée sur le télétravail, et spécifiquement pour faire du retour d'expérience. Voilà. Donc, votre travail de réseau, finalement, a été quand même utile et fructueux. Ben oui. Je suis un peu frustré quand même. Un peu frustré parce qu'on arrive à la crise sanitaire et que on est obligé de quasiment tout arrêter. Mais on voit bien que les choses se sont poursuivies, puisque le dialogue social interne aux entreprises c'est continué. C'est un point sur lequel on n'avait pas forcément mis la focale au départ, mais qui est assez vite venu dans les débats du grand groupe. C'est qu'il ne suffit pas qu'un dirigeant et un représentant des salariés progressent et se disent voilà, c'est ça qu'on pourrait faire. Il faut aussi le partager dans l'entreprise.
Alors il y a des actions que je vous ai décrites, notamment les speed dating qui ont été le moyen de partager, mais aussi il fallait irriguer notamment le CSE autour de tout ce qui se faisait, et par contre tous les membres du CSE ne pouvaient pas participer à l'initiative. Voilà, et puis tout ça a généré ensuite un nouveau groupe d'une dizaine d'entreprises qui a travaillé sur le télétravail. Mais là, ni Jacques ni moi n'avions l'intention de nous lancer dans une nouvelle initiative de ce type-là. Donc on a passé la main à la RACT qui est venue animer ce groupe. Très bien. Alors moi je me tourne là maintenant vers notre marraine, Anouché Carvar. Je vous mets à contribution. Hein. Attendez. Hop. Oui, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant parce que, en fait, il y a encore peu, la RSE relevait du domaine du droit mou, de la communication, des choses comme ça, et du reporting, vous en avez parlé. Mais de la transparence, oui, mais pas beaucoup d'actions et d'évaluation d'actions. Et je constate avec beaucoup d'intérêt comme vous, mais aussi en vous écoutant, la table ronde précédente et celle-ci, comment effectivement il faut ne pas perdre l'aspect mou, car il faut de la sensibilisation, il faut de l'information. On l'a très bien vu sur le cas du handicap. Il faut effectivement changer de regard, lutter contre les stéréotypes, mais il y a aussi une obligation légale à l'égard des travailleurs handicapés et dans les entreprises. Donc il faut faire les deux. Et dans le domaine de la RSE, on voit effectivement que de plus en plus, je crois que au début de la table ronde précédente, le cadrage juridique a été fait. Il y a de plus en plus de législation, de plus en plus d'obligations pour les entreprises qui font que le sujet va être pris de plus en plus au sérieux. Donc ça, je trouve que c'est un aspect très intéressant. Je n'aurais pas naturellement mis la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise dans ce volet-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas inclus, mais j'en aurais fait un sujet à part. Ce qu'on a longtemps fait aussi et qui a, je pense, porté ses fruits sur la question de l'égalité professionnelle. On voit aussi, avec l'expérience que Jean-Paul Pellet nous a relatée, l'importance sur ces questions-là de l'action territoriale, de la dynamique territoriale, la mise en réseau des acteurs pour pouvoir produire des résultats. Alors évidemment, il y a eu un effet contracyclique, on va dire, avec le Covid sur votre projet, mais c'est un très beau projet, c'est un très bel exemple de comment, effectivement, à partir d'une idée, on peut aboutir à de l'action, et entre les deux, le dialogue social dans les entreprises pour pouvoir en faire un sujet, là pour le coup, de portage collectif sur ces questions-là. Donc voilà, je pense que c'est un sujet d'avenir. On va être de plus en plus sollicité. Vous avez parlé de la directive européenne qui élargit la notation extra-financière. Il y a aussi la proposition de directive qui va bientôt aboutir sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales. J'en ai fait part dans mon introduction. Toutes ces questions-là, finalement, vont aller dans le sens d'une installation de ce sujet un peu au cœur du dialogue social, à partir du moment où ça va faire partie aussi de la stratégie des entreprises. Voilà. Merci. Jean-Dominique Simon-Poldy, vous voulez intervenir Oui, aussi? non, mais moi je suis comme Anouché, je suis extrêmement, pas surpris, mais intéressé par tout ce qui s'est dit. Je garderai une image en tête. Je pense que le dialogue social, il est absolument indispensable pour faire avancer les problématiques dans les entreprises sur ces sujets-là. Il y a un autre aspect, mais ça c'est Maud qui en a fait état, et qui me semble tout à fait décisif aussi, c'est l'acculturation des différentes parties prenantes. Parce que tant qu'on n'a pas permis aux uns aux autres de comprendre véritablement de quoi il s'agit, le dialogue social en lui-même, il est
il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il y a toute une dimension d'acculturation qui me paraît indispensable et sur laquelle il y a des efforts à faire, à la fois du côté des directions entreprises, mais aussi du côté des directions syndicales. Et les élus du CSE qui demain doivent être en mesure de donner un avis sur le bilan carbone de leur entreprise, je crois qu'ils sont un peu perdus quand ils n'ont pas eu la possibilité de se former à l'ensemble de ces enjeux. Donc oui au dialogue social qui est vraiment nécessaire, mais en même temps un travail d'acculturation de l'ensemble des parties prenantes. Merci beaucoup. On va exceptionnellement céder le micro à vous, public, pour une ou deux questions, pas plus, parce qu'on a quand même un temps qui est très strict. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à l'un des participants ou de la table ronde ou de témoignage? Alors ce ne sera pas pour poser une question, mais c'est pour une observation. En fait, il faut faire attention parce que le mieux est toujours l'ennemi du bien. Et je vais prendre juste un exemple parce que dans la dernière intervention là, sur la mise en place du covoiturage, il y a un élément que vous avez dit de votre DRH suisse qui m'a frappé. L'idée de se dire, de demander aux candidats, est-ce que vous habitez ici parce qu'on aurait des covoitureurs, est-ce que vous pourriez covoiturer? Et en fait, tout de suite, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais le faire en droit français? Voilà, des formations de prof de droit. Et en fait, non. Pourquoi? Parce qu'en droit français, dans notre interdiction des discriminations, dans le Code du travail, on a l'interdiction des discriminations sur le lieu de résidence. Et donc, le RH qui se dit, mais moi, il faut que je fasse des choses pour l'environnement, il faut que je covoiture, c'est une bonne idée. Il va se dire, je vais lui demander, je vais préférer Pierre à Paul, parce que Pierre habite à côté d'autres personnes qui peuvent covoiturer, mais en faisant ça, il commet une discrimination. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les enjeux sont complexes, multifactoriels, et il ne faut jamais se dire qu'une bonne idée quelque part peut être directement transposée chez nous. Le mieux, c'est souvent l'ennemi du bien, et donc voilà, j'invite vraiment à penser la solution pour éviter qu'une personne voulant bien faire, au final, se fasse taper sur les doigts et en soit ensuite découragée. Merci Arnaud Casado. Une question? Oui, là-bas. Oui, bonjour. Je pense qu'en matière de RSE, il est souvent oublié la prévention santé au travail. Et c'est un enjeu important. Et moi, je constate que dans ce domaine, lorsque les entreprises n'ont pas fait des efforts, elles ont... bien sûr, toutes les problématiques environnementales sont importantes, tout ce dont on a parlé, tous les autres sujets, mais celui-ci, il est essentiel. Maud Stéphane, vous voulez peut-être réagir sur cette question? Ou quelqu'un des participants Maître Fialip, non? Réagir à l'évidence, j'ai envie de vous dire que la démarche RSE, elle repose d'abord sur la capacité de l'entreprise à toujours inscrire son action dans la conformité et les réglementations. Donc la question de la santé au travail, aujourd'hui, elle est primordiale. On en a parlé tout à l'heure, ça fait partie d'un des enjeux humains. Ce n'est pas le seul, mais c'est vrai que la RSE doit nous amener à avoir une vision globale de tous les sujets et donc de les faire avancer en parallèle. C'est sans doute une des difficultés aussi que d'avoir une approche compréhensive où il faut être constamment dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, je pense qu'on ne peut pas prioriser l'un sur l'autre, il faut essayer d'avancer sur l'ensemble des plans. Sinon, on risque d'avoir une démarche de greenwashing ou simplement de communication sociale. Je profite d'avoir le micro pour remercier Jean-Paul Pelé sur son intervention. J'ai oublié de la présenter tout à l'heure. Mais moi, je trouve que cette démarche de dialogue social territorial sur les aspects gaz à effet de serre, sur les aspects circulation, elle est tout à fait inspirante par rapport à ce qu'on rencontre aujourd'hui sur la métropole, où il y a quand même un sentiment qui prédomine chez les entreprises de ne pas pouvoir être entendu, ou chez les consulaires. Donc cette démarche, je la trouve très inspirante et ce serait bien qu'on puisse quelque part la faire parvenir à la métropole de Lyon. Un bon entendeur. Merci beaucoup à vous.
Merci.